Bonsoir, heureux de vous retrouver dans votre émission Zoom Sur. Lors de sa dernière session, mercredi dernier, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi relatif aux associations, aux fondations et aux réseaux. Le projet de loi doit abroger et remplacer le texte qui jusqu'ici régissait les associations et qui avait été élaboré en 1964. L'importance et les enjeux du projet de loi relatif aux associations, aux fondations et réseaux, tel est le thème de Zoom Sur de ce soir. Pour échanger sur les sujets, nos invités sont M. Isselmou Salihi, coordinateur du Centre d'information du Commissariat aux droits de l'homme, M. Saar Mahmoudou, secrétaire exécutif du Forum des organisations nationales des droits humains en Mauritanie, et Mme Aminatoum Mokhtar, présidente de l'Association des femmes chefs de famille. Bonsoir et bienvenue, mes chers invités. Bonsoir. Bonsoir, M. Dali. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons suivre ensemble ce reportage de ma consoeur Rabia Adid. Le projet de loi relatif aux associations, aux fondations et aux réseaux adopté par le dernier Conseil des ministres doit abroger et remplacer le texte qui, jusqu'ici, régissait les associations et qui avait été élaboré en 1964. Le Conseil des ministres introduit un certain nombre d'innovations, dont la principale est l'abandon du régime de l'autorisation préalable et son remplacement par un système déclaratif. Prenons la parole au cours du point de presse hebdomadaire du Conseil des ministres. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a indiqué que le projet de loi adopté au cours du Conseil des ministres relatif aux associations abroge et remplace la loi numéro 1964-098 du 9 juin 1964. Selon lui, l'une de ces mesures phares est l'instauration d'un régime déclaratif en lieu et place d'un régime d'autorisation. Il a ajouté que ce nouveau cadre juridique qui est proposé est conforme aux dispositions de la Constitution concernant les libertés d'association et de réunion, ce afin de faire de l'acteur du milieu associatif un partenaire du développement. Aux yeux de nombreux observateurs, les dispositions introduites par la future loi, si elle est adoptée par l'Assemblée nationale, la nouvelle loi représente une avancée significative. Pour certains des acteurs de la société civile, le projet de loi constitue une étape importante dans le processus de construction de l'état de droit parce qu'il élargit la liberté d'organisation et d'action des associations et qu'il réaffirme leur droit à participer au dialogue social et à contribuer aux affaires publiques. Le premier tour de table va me permettre d'expliquer aux téléspectateurs qu'apporte ce nouveau texte. Très bonne question. C'est une nouvelle loi qui est guidée par l'orientation politique donnée par les plus hautes autorités du pays en termes d'ouverture sur l'ensemble des acteurs et en termes d'implication de la société civile dans l'ancrage de la démocratie et le renforcement de l'état de droit. Cette orientation a été évidemment traduite dans les faits à travers l'élaboration de ce projet de loi qui est plus conforme à notre dispositif constitutionnel, notamment l'article 10 de la Constitution qui consacre la liberté d'association. Donc, c'est une garantie supplémentaire que donnent les pouvoirs publics pour les libertés individuelles et collectives. Et elle abroge un dispositif qui est devenu vétuste et qui ne répond plus aux exigences de la modernité, notamment la loi 64-098. Et ils apportent des innovations majeures en réalité, parce que nous quittons le système d'autorisation préalable pour les systèmes déclaratifs. C'est une innovation majeure, c'est du modernisme. Il y a aussi un renforcement des dispositions de contrôle. Auparavant, les associations n'étaient sujettes à aucun contrôle du tout. En plus aussi, il y a une introduction d'une réglementation qui est relative au régime de nullité, de suspension et de dissolution. Aujourd'hui, on sait dans quelles conditions une association n'est pas redevable quand elle a des objectifs qui sont anticonstitutionnels ou qui sont réprimés par la loi.
Mais aussi aujourd'hui, ce n'est plus le fait de prince, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la suspension elle est provisoire, elle est uniquement de 60 jours. Et la dissolution ne peut être que judiciaire. Donc voilà, même au niveau du judiciaire, il y a toujours des possibilités de recours. Donc il y a des garanties supplémentaires aussi en cas de litige et en cas de contentieux juridique. Il y a aussi des dispositions claires qui permettent, dans le passé, on interdisait des financements étrangers, tout ça. Voilà. Mais maintenant, il y a des dispositions qui garantissent et qui permettent d'avoir l'appui technique public et privé. Donc, c'est des dispositions qui sont prévues. Et il y a aussi des dispositions qui sont relatives aux associations signataires d'accords de siège et d'accords cadres. L'accord cadre a des engagements entre l'État et une association, et l'accord de siège, c'est évidemment pour l'établissement des ONG étrangères principalement, en vue d'obtenir des facilités au niveau du gouvernement. Il y a aussi des dispositions nouvelles, parce qu'il y a des entités dans la vie associative qui ne sont pas seulement des associations et des ONG. Vous avez des réseaux, vous avez des fondations, vous avez des amicales, vous avez le statut d'utilité publique. Bref, la loi a abordé tous ces aspects-là. Mais l'innovation majeure demeure l'angle choisi par le gouvernement pour traiter avec la société civile. Il veut aujourd'hui en faire des partenaires et des acteurs. Il le regarde aujourd'hui sous l'angle de la matérialité. C'est pour cela qu'il élargit le champ des libertés, mais en même temps, il n'y a pas que les libertés. Vous savez même que les libertés sont encadrées par la loi. Il y a aussi des devoirs et des obligations. Donc c'est en résumé... Monsieur Sarr, qu'apporte ce nouveau projet de loi? Pour vous, je sais que c'est une vieille revendication des associations, même de certains articles. Il faut saluer ça. Merci. Bon, d'abord, comme vous l'avez dit, depuis des dizaines d'années, ça a été la revendication première de la société civile. Parce qu'on est en 2020 et cette loi date de 1964. Donc, presque 66 ans, 56 ans. Alors que toutes les autres lois ont évolué. C'est-à-dire, et surtout, que même, c'est-à-dire, les autorités ont été chaque fois interpellées sur le plan régional et national pour que ça soit une déclaration. Mais malheureusement, et je peux dire que c'est une avancée, c'est le fait aujourd'hui, en tout cas les autorités actuelles, et ça correspond à toutes les conventions ratifiées par la Mauritanie concernant la promotion et la protection des droits humains. Parce qu'être sous le joug d'un ministre quel qu'il soit, c'est une contrainte. Parce que dans la loi, comme il y a dans la Constitution, il y a la liberté de réunion, d'association et même de sitting, comme vous voulez. Mais ce qui est important, c'est la liberté d'association. Parce que qu'est-ce qui se passait avant? Il y a des gens, sur un simple coup de téléphone, ils ont le respect le lendemain. Il y a des organisations qui sont restées 13 ans, 6 ans, 7 ans, sans être reconnues et sans jamais savoir le pourquoi. À chaque fois on rejette le dossier, bon, c'est tout un circuit, alors que, effectivement, ça correspondait à une certaine vision des autorités par rapport aux associations. C'est aux associations de définir exactement ce qu'elles veulent. D'autant plus aujourd'hui, vous allez voir une ONG qui a plusieurs casquettes. Mais tout cela, aujourd'hui, je peux dire cette loi, qui devient seulement une simple déclaration, je crois que c'est une avancée, aussi bien sur le national que sur le plan régional. Parce que ce que nous constatons en tout cas, quand nous sortons du pays, quand on critique notre pays, pourtant, je peux dire un élément simple, c'est-à-dire la déclaration, je pense que ça ne devrait pas poser. Donc nous espérons, en tout cas avec cette déclaration, les choses vont être très claires. Mais en tout cas aussi, nous sommes très vigilants, parce que surtout par rapport à la sécurité, parce qu'on ne comprenne pas, même si on fait des déclarations, maintenant on essaie aussi de venir sur la sécurité, parce que les associations ont le droit de manifester librement, de s'organiser librement, et aussi, c'est que même là, dans la Constitution, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Même si vous voulez faire la plus petite activité, il faut l'autorisation du wali ou du hakim. Alors que c'est prévu seulement, c'est de les informer. Alors, mais aussi, c'est devenu maintenant un acquis que pour eux, si vous êtes dans votre salle, c'est la police qui vient sortir. Donc je crois que cette loi, en tout cas, pour les principes généraux, même si effectivement il y a des remarques qu'on va faire dans la discussion, mais ce qui est sûr, on peut dire que nous, société civile, et surtout, ça va faire un tamisage. 6 000 ONG aujourd'hui. Donc chacun, et même le ministre de l'Intérieur ne connaît pas exactement le nombre. Donc je crois que tout cela permet aujourd'hui, en revenant en tout cas à une approche participative, inclusive, je crois que les choses
peuvent évoluer positivement. En tout cas, c'est notre attente et c'est pourquoi nous ne pouvons que nous féliciter de cette démarche en espérant aussi qu'au niveau de l'Assemblée, certainement, même si on a quelques remarques comme ça, nous pensons quand même cette fois-ci, ça ne va pas traîner. Parce que je peux dire tout est basé sur ce que nous allons faire et surtout pour, en tout cas, notre société civile, c'est vrai qu'il est jeune, mais qui veut travailler, mais qu'on crée les conditions pour lui permettre de travailler. Madame Vatimetou, pardon, Aminetou, excusez-moi, cette revendication, vous avez aujourd'hui l'autorisation d'une simple déclaration plutôt que d'attendre les récépissés, etc. Qu'est-ce que cela apporte pour vous? Ok, merci. Donc, moi, je trouve aussi, à l'instar de ceux qui m'ont précédé, que c'est une révolution pour moi. Parce qu'en réalité, nous avons beaucoup attendu, nous avons beaucoup demandé, nous avons fait beaucoup de plaidoyers, nous avons fait beaucoup vraiment de demandes adressées à l'administration, différentes administrations, depuis à peu près une dizaine d'années, pour que cette loi voie le jour. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une bonne chose que cette loi est entre les mains a été adoptée tout d'abord et entre les mains du gouvernement et des institutions qui sont censées l'appliquer. Parce que j'estime que aussi le fait qu'il y ait cette loi qui permet une organisation réelle de la société civile, parce que nous avons une société civile un peu désorganisée, donc ce qui ne favorise pas le développement, ce qui cache vraiment ou pas cache, mais devient un handicap devant son rôle qu'elle doit jouer. Parce qu'il n'y a pas de qualification, parce qu'il n'y a pas de catégorisation des ONG. Donc, on est dans vraiment une situation où on ne sait même qui fait quoi. Et ça, cette loi va organiser la société civile. Elle va permettre aussi à des associations de ne pas attendre ce récépissé qui parfois ne vient pas, alors qu'elles font un excellent travail sur le terrain et ils ont la qualité d'avoir vraiment le récépissé ou la reconnaissance. Donc, elle facilite un peu donc, à la société civile de s'organiser et d'avoir son statut de société civile. Malgré que moi aussi j'ai des griefs par rapport à la loi, mais je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir cette loi dans nos mains et essayer vraiment de travailler, être un partenaire efficace à l'État mauritanien, parce que nous sommes des ONG, nous devons participer au programme de développement, au programme de développement économique, mais de développement social aussi. Donc nous avons un rôle à jouer qui a été vraiment handicapé par le manque de cette loi. Et aujourd'hui, vraiment, nous voulons que cette loi soit mise en œuvre dans l'intérêt de la société civile, mais aussi dans l'intérêt du pays, pour son développement et pour une harmonie entre la société civile et le pouvoir public, puisque la société civile, c'est vraiment le moteur du développement dans les pays. Donc cette loi existe dans beaucoup de pays africains, d'autres pays arabes ou autres. Donc elle mérite vraiment d'être aussi ici en Mauritanie et organiser cette société civile naissante qui est désemparée, désorientée et qui n'a aucune expérience. Ça permet quand même, cette loi va permettre de l'organiser. Et ce que nous voulons aujourd'hui, que cette loi soit une réalité et qu'elle soit appliquée, adoptée réellement par nos parlementaires. Je vais demander à Issed Mou, la procédure maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant d'aborder la procédure, ce qui évidemment, vous savez, le Conseil des ministres a approuvé, donc il y a maintenant la procédure de la transmission de la loi à la représentation nationale, le député du peuple pour son approbation. Et la procédure après, c'est évidemment sa promulgation et sa publication dans le journal officiel et elle devient une loi effective. Mais avant cela, je voudrais dire qu'au commissariat, aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, qui est le département qui a initié cette loi,
le commissariat a initié une vaste campagne de concertation avec les organisations de la société civile sur ce projet de loi. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet de loi qui a été fait entre quatre murs. Pourquoi cette loi est intéressante et pourquoi ce soir elle a été saluée par les ténors de la société civile mauritanienne? Parce qu'aujourd'hui, ce soir, vous devrez vous honorer d'avoir les grands ténors de la société civile mauritanienne et peut-être même sous-régionale. C'est parce que leurs avis, leurs observations ont été pris en considération dans ce projet de loi. Et malgré tout, c'est leur rôle, ils disent, M. Sarr vient de dire, nous allons continuer à être vigilants. Parce que nous avons, c'est le droit, c'est ça. Une société civile doit toujours être vigilante et éveillée, suivre ce qui se passe. C'est ça son rôle. Je voudrais aussi apporter certains éclairages. Cette loi, elle ne couvre pas tout. Elle ne couvre pas, par exemple, les partis politiques qui ont un dispositif réglementaire spécifique. La loi relative, l'ordonnance plutôt relative aux partis politiques, elle ne couvre pas les syndicats professionnels. Dans son champ d'application, exclut les coopératives et il exclut aussi les structures de gestion participative des oasis. Cette loi, elle va être, le contrôle et le suivi, il va être confié à plusieurs départements. Vous avez par exemple le département de l'intérieur et de la décentralisation qui va s'occuper du régime de reconnaissance parce qu'il y a 3 régimes différents. Vous êtes une ONG à compétence territoriale nationale, donc vous déclarez à Nouakchott au niveau du ministère de l'Intérieur. Vous êtes une ONG à compétence régionale, vous déclarez auprès de M. Le Wali. Vous êtes une ONG locale ou de base, niveau 3, vous déclarez au niveau du chef d'arrondissement ou du préfet de la Mokata. Il y a le département des droits de l'homme et de la société civile qui s'occupe du suivi de la conformité des associations à la loi. Et il y a la justice qui est là pour les contentieux juridictionnels éventuels. C'est-à-dire que la procédure maintenant de reconnaissance est claire. Et M. Sarr et Mme Aminetou ont soulevé un problème important. Il y a aujourd'hui 6000 ONG. On ne sait pas qui ils sont, les départements concernés ne savent pas qui ils sont. Nous, au niveau du commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, aux relations avec la société civile, nous sommes en train de mettre en place un système d'information qui va permettre de suivre tout cela. Déjà, dans ce projet de loi, il y a une disposition qui précise que les associations qui étaient reconnues doivent, dans un délai de 12 mois, être conformes à la nouvelle loi. C'est-à-dire que ça va permettre de savoir qui est qui, parce que voilà, donc la reconnaissance n'est pas éternelle. D'ailleurs, même quand on reconnaît une association, ce n'est pas pour l'éternité. Généralement, la durée de vie, c'est 100 ans. Mais aujourd'hui, quand nous sommes dans le cadre d'une réforme, d'une refonte, il est très important de faciliter la procédure aux nouveaux, mais aussi d'amener les anciens à respecter les normes de la loi. Parce que cette loi est une loi nouvelle, elle englobe tout, elle donne énormément de droits, elle donne énormément de pouvoir à la société civile, mais elle donne aussi, elle exige aussi de certaines obligations. Et c'est normal que la loi encadre les libertés. Vous savez, il n'y a pas de liberté dans l'absolu. Même la liberté de conduire sa propre voiture, elle est sujette à l'obtention d'un permis de conduire. Monsieur Sarr, oui. Pouvez-vous me donner la différence entre une association, une ONG, etc. En quoi on peut différencier ces différentes associations? Il y a des ONG, il y a des associations. Vous avez par exemple le FONAT qui est un regroupement, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça. Quelles sont les différences entre les associations? C'est un réseau plateforme. Bon. Donc comme l'a dit, en tout cas, c'est le mot. D'abord, effectivement, on a été associés pour discuter de cet avant-projet. On a fait des recommandations, des amendements. Bon, je vois quand même qu'il y a certaines choses qui sont prises en compte, même comme on dit, on peut modifier par rapport. Effectivement, il y a ce qu'on appelle des OCP, c'est-à-dire des organisations de base, qui c'est sur le plan local. Même si maintenant, il y a les associations. Donc c'est composé de femmes et d'hommes, avec nombre, c'est-à-dire à partir, en tout cas dans les anciennes lois, on parlait de 3 personnes, mais cette fois on parle de 5 personnes pour constituer une association. Ça c'est entre les personnes. Maintenant, il y a les réseaux. Les réseaux, c'est l'association de plusieurs associations. Pourquoi les réseaux? Parce que les réseaux, d'abord, il faut que les gens, le réseau, les membres du réseau,
ait la même vision. Voilà. Si je donne l'exemple de notre réseau, c'est un état de droit respectueux des droits humains. C'est ça, par exemple, notre vision dans plusieurs années. Donc ça veut dire que le plus grand danger du réseau, c'est quand les organisations n'ont pas la même vision. Et c'est pourquoi j'ai dit l'intérêt aussi de ce projet de loi. C'est que quand on parle de réseau, bon, on parle jusqu'à, je crois, au-dessus de 20, au-dessus, mais ce qui est sûr, il faut encore qu'un réseau soit bien calibré. Parce qu'il arrive un moment, c'est vrai, dans toute organisation, il y a parfois des difficultés, mais ce qui est sûr, le but principal, c'est cette vision-là. Si nous avons la mesure, on peut aller. Bon, je ne vais pas sur les. Comme on a parlé dans notre structure, mais ce qui est important pour nous, en tout cas en Mauritanie, aujourd'hui, je peux dire, le travail s'est fait surtout au niveau des organisations et au niveau des réseaux. Bon, comme il a précisé, les coopératives n'en font pas partie. Bon, parce que ça se comprend. Les syndicats ne font pas partie. Parce que ce qui était important, la loi de 1964, il n'y avait que les coopératives et les syndicats. Donc, nous, actuellement, je peux dire que nous sommes tous dans l'illégalité. Pourquoi ils ont disqualifié les syndicats et les... Non, ça aussi, je crois qu'il y a une autre approche. Peut-être on pourra en discuter. Ils ont un dispositif spécifique. Bon, un dispositif spécifique. Et ils ont parlé même aussi dans le truc qu'il n'y aura pas, c'est-à-dire des partis politiques. Donc, les partis politiques... Ouais. Ils ont l'ordonnance. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, avec cette vision aujourd'hui, c'est-à-dire de plus en plus, les associations, les réseaux, les fondations, tout ça là, va effectivement émerger, mais d'une façon qu'on peut dire réelle. Voilà. Pas un truc. Parce que, si vous voyez, comme on l'a dit, depuis des dizaines d'années, on se mobilise, c'est parce que nous estimons qu'aujourd'hui, au niveau, en tout cas de notre pays, il y a une certaine maturité qui doit permettre aux organisations, c'est-à-dire d'être majeures. Bon, c'est pourquoi, bon, il a parlé un peu, je rebondirai un peu ce qu'il vient de dire. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans la mesure que c'est vraiment une simple déclaration, que les ministères en charge, aussi que ce soit sur le plan national, les wali et les hakim ou chefs d'arrondissement, ne puissent pas abuser. Pourquoi je le dis? Actuellement, toutes nos organisations, vous avez un travail, vous avez votre ordre de mission, vous avez un récépissé, vous partez dans n'importe quelle région aussi. Quand vous venez faire votre activité, vous êtes bloqué. Et nous avons mis des wali ou des hakim qui nous disent sans que le ministre de l'Intérieur n'autorise pas. Écoutez, arrêtez. Vous avez récupéré tout ce qu'il faut. Mais je crois que si on arrive à casser tous ces diminuants, je crois que de plus en plus, en tout cas, ce projet de loi qui va devenir une loi, certainement, et même ça va même permettre d'éduquer nos administrateurs, qu'ils comprennent. Et surtout, comme on l'a dit, il y a un esprit de dialogue qui va se développer. Dans la mesure où cette aventure, cette possibilité, les autorités comprendront quel est l'apport. Parce que là, les ONG, par exemple, ou les autres, sont en train de compléter ce que l'État devrait faire. L'État ne peut pas tout faire, mais si effectivement il y a cette possibilité de mettre en tout cas en branle les actions, peuvent y stipuler, mais il faut que ce soit des partenaires, que ce ne soit pas de concurrents ou quoi que ce soit. Donc je crois que c'est surtout par rapport à cela, peut-être la loi va être, une fois votée, elle va être prise, mais ce qui est important, c'est quelque chose. Et le fait aussi qu'il y ait aussi, comme on dit, il faut l'alternance. Vous voyez, nous critiquons, on dit, bon, quelqu'un fait, je commence par moi-même, quelqu'un fait 20 ans et tout ça là, mais c'est qu'il faut qu'il y ait du sang nouveau, des femmes et des hommes. Et surtout de plus en plus, il faut que cette catégorie ne soit plus discriminée par rapport à cela. Donc dans la mesure, toutes ces lois vont essayer d'encadrer tout ça, et je pense qu'effectivement, avec les ONG aussi, je crois, vont se faire une violence interne pour y empêcher de construire une certaine vision de la société civile dans son âme. Qu'on comprenne qu'elle est apolitique, même si chacun est libre d'être dans le parti, mais en tout cas son rôle doit avoir, surtout en tout cas si je prends les ONG des droits de l'homme, c'est la promotion et la protection des droits humains. Et ça, je crois que c'est un élément important. Parce que si dans un état de droit, si ces facteurs sont remplis, certainement ça permettra de décongestionner et d'éviter certains égarements. Je voudrais dire une seule phrase, c'est le temps de 2 minutes. La loi a changé aujourd'hui en matière de... Elle a radicalement changé. La loi, le mode de dépôt du dossier et du traitement qui lui est réservé. Aujourd'hui, dès que vous amenez votre dossier, mais quand il faut amener un dossier aux normes, c'est-à-dire voilà, les statuts, une déclaration de constitution, et voilà les pièces qui sont exigées. Procès verbal d'assemblée générale. Donc, on te donne immédiatement, c'est bien écrit dans la loi, on vous donne immédiatement un accusé de réception qui tient lieu de récépissé provisoire. Et ce n'est pas aujourd'hui à l'autorité administrative de transmettre le dossier, parce que pour éviter qu'il y ait de... Voilà, c'est l'ONG qui transmet et son accusé de réception et son fond de dossier
au département, au commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Et si dans 60 jours, on ne vous a pas dit qu'on ne vous reconnaît pas, c'est une reconnaissance par défaut. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. Je m'excuse, Minetou, de vous avoir pris 2 minutes. Minetou, si vous n'avez pas quelque chose à apporter par rapport à ça, je vais poser la question de savoir est-ce que vos recommandations ont été prises en considération par... Moi, je crois qu'il y a une partie de nos recommandations qui a été bien prise, une bonne partie. Et surtout, il y a 4 points sur lesquels je voulais un peu faire allusion parce qu'ils me semblent très importants. Le premier point, c'est concernant l'exonération, parce qu'il y a des ONG qui travaillent ici. Et certes, les ONG, leur objectif, c'est d'améliorer les conditions des populations, c'est aider au développement, c'est aider aux problèmes sociaux qui se posent à la population et aux victimes de violations de droits humains. Donc parfois nous avons par exemple des ambulances, parfois nous avons des voitures, parfois nous avons d'habillement pour les enfants qui sont dans des centres et tout ça, qui sont abandonnés ou en situation de mobilité. Donc on a besoin de cette exonération que j'ai vu que dans la loi, elle existe. C'est un point très important pour la société civile, surtout pour les organisations qui travaillent dans le domaine du développement et de la santé. D'intérêt général. Donc le deuxième point, c'est la spécialisation des ONG. Nous avons vraiment une anarchie totale des ONG. Aujourd'hui, on est développement, demain santé, après-demain droits humains. On ne sait même pas, on ne se retrouve pas. Tout le monde fait la même chose. Et donc, et ça, c'est très important, ce point de spécialisation, de formation et de conscientisation des organisations de la société civile. Le troisième point, pour moi, très important, c'est mettre fin, vraiment, c'est-à-dire que le troisième point, c'est les rapports d'activité. Il y a des ONG qui crèvent dans ce pays, qui font d'énormes travail et qui n'est pas reconnu par l'administration. Donc, ce qui fait qu'ils restent à la marginalisation. Maintenant, s'il y a les rapports d'activité qui sont déposés annuellement au niveau des organisations de l'État, c'est-à-dire le commissariat aux droits de l'homme, ils peuvent se rendre compte du travail que les ONG font. La qualité du travail, l'ampleur du travail vraiment, donc, qui est ignorée jusqu'à présent par l'administration ou par les autorités. Et ça, ce point est très important. Donc, il y a aussi le rapport financier. Le rapport financier aussi, moi, vraiment, ça m'intéresse parce qu'on est en train de dire qu'il y a des ONG ici qui ont des milliards. Des milliards. Mais nous voulons vraiment que l'État voit ce que les ONG ont. C'est très noble. D'où vient cet argent, bien sûr, et quel argent qu'ils ont. Parce que moi, je trouve que l'État doit avoir un œil sur ça, mais aussi il doit mesurer les difficultés que vivent les ONG nationales ici dans ce pays-là qui font du travail et qui, aujourd'hui, on croit qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils reçoivent beaucoup de fonds de l'étranger. Donc, ils ne mesurent pas ces difficultés. Par nous travaillons par conviction, par principe. Donc, ce n'est pas l'argent qui nous anime, mais c'est nos convictions, c'est notre vision des choses, c'est l'objectif que nous avons fixé lors de la création de nos institutions, la création de nos institutions. Et c'est ça vraiment très important pour moi. Et je termine par dire que cette loi mérite vraiment d'être adoptée par le Parlement. Et là, je profite de ce débat. C'est un plaidoyer. Oui, je profite de ce débat pour demander à nos parlementaires vraiment d'adopter cette loi si vraiment ils sont soucieux de ce qui se passe dans le pays et que la société civile soit un acteur incontournable dans le développement économique et social de ce pays-là. Donc, à propos des financements, est-ce que je crois que les associations étaient interdites d'avoir des financements extérieurs? Oui, il y avait un dispositif qui était un peu rigide. Aujourd'hui, non,
Parce que, comme je vous avais dit, l'angle avec lequel les hautes autorités du pays voient la société civile, ils voient en la société civile un partenaire. Ce n'est plus un adversaire. Tout ça s'inscrit dans le cadre de la politique d'apaisement qu'on constate depuis plus d'une année, d'ouverture et de concertation et de respect mutuel entre les différents acteurs, malgré les divergences évidemment d'opinion, d'approche et d'angle et de vision. Moi, je voudrais répondre à Mme Aminetou, la présidente de la FCF, sur les exonérations. Effectivement, c'est prévu dans le texte des exonérations pour les activités qui sont d'intérêt général et d'utilité publique. Mais vous savez aussi, sur ce plan, le grand problème, ce sont des gens qui vont... voilà, il y a des ONG qui veulent amener des ambulances, construire des hôpitaux, aller sensibiliser les gens, aller apporter, alléger la souffrance, voilà, limiter des dégâts occasionnés par des intempéries ou par des catastrophes, tout ça, dans le cadre du soutien à la résilience des populations. Mais il y en a, bon, voilà, vous savez, j'amène une ambulance, voilà, ou j'amène une voiture, je contacte une ONG, voilà, donc, il y a aussi, donc, mais je vous dis que chaque fois que c'est prouvé, la loi le dit, quand on arrive à prouver que c'est réellement d'intérêt général et d'utilité publique, l'ONG bénéficiera pour cette activité-là d'exonération. Je salue aussi le souci de redevabilité et de transparence exprimé par Aminetou, quand elle dit que voilà, il faudrait qu'on transmette notre rapport d'activité, notre bilan financier, il faut qu'on le transmette, et c'est mieux pour nous. Parce qu'aujourd'hui, la préoccupation des pouvoirs publics au niveau du financement des ONG et même au niveau du financement de certains secteurs de l'économie, ce n'est pas d'avoir un œil de regard ou non. Les autorités ont une préoccupation par rapport au financement du terrorisme, par rapport au blanchiment, par rapport à énormément d'autres risques. Et il est mieux pour une ONG ou pour une quelconque structure d'avoir une comptabilité saine, une comptabilité voilà, transparente, une comptabilité dans laquelle on dit la provenance des fonds, l'utilisation des fonds. Et évidemment, il y a des choses qui doivent rester du domaine du confidentiel, mais il y a des choses aussi qui doivent être transmises aux hautes autorités parce que c'est de la prévention, c'est de la protection même. Elle a soulevé aussi des aspects qui sont très importants. La nécessaire, et ça, je crois que nous, au niveau du commissariat aux droits de l'homme, nous avons prévu 2 espaces. Un espace de concertation permanente entre le gouvernement et la société civile, parce que nous sommes le département en charge de la société civile, mais aussi un espace de concertation entre la société civile elle-même. Ces espaces-là vont être créés, ils vont exister, ils vont permettre d'échanger, parce qu'au-delà de la loi, il y a des efforts à faire. Il y a la structuration plutôt nécessaire des associations. Il faut avoir un règlement intérieur, il faut avoir un statut, il faut avoir un organe délibérant, il faut avoir un organe exécutif, il faut avoir un compte bancaire. Il faut être une vraie structure. Il faut avoir, non, on ne vous demande pas d'être la Chase Manhattan Bank, mais il faut avoir quand même un minimum qui est exigé. Il faut avoir des programmes, il faut avoir une redevabilité. Il faut avoir aussi voilà, une alternance, mais ça, c'est un problème de démocratie interne. Si les ONG ou si les associations tiennent à une personne pour son prestige, pour tout ça, donc c'est autre chose. Mais il faudrait il faudrait aussi que, voilà, que les femmes soient beaucoup plus visibles. Il faudrait que les ONG se professionnalisent, comme l'a si bien dit Aminetou. Et comme nous, au département des droits de l'homme, de l'action humanitaire, des relations avec la société civile, nous ne cessons de le demander. Il faudrait que les ONG se professionnalisent d'abord. On se professionnalise quand on a des ressources humaines, quand on a une vision, j'aime bien le mot vision, quand on a une mission, quand on a une structure opérationnelle, mais aussi on se spécialise en choisissant un créneau, en choisissant un domaine, en choisissant un seul thème. On ne peut pas faire la protection de l'environnement, des droits de l'homme, la protection des végétaux, ce sera très compliqué. Donc il y a aussi un effort et bon, il ne faut pas généraliser, il y a des ONG nationales, des associations nationales qui sont soit au top, sinon aux normes. Mais il y a aussi des ONG et des associations qui doivent fournir un effort. Et de toutes les façons, ce nouveau dispositif législatif et réglementaire, il donne beaucoup de droits. Il traite les gens en mature, mais il demande aussi des exigences. Parce que dans des systèmes de suspension, il est prévu qu'une ONG qui est inactive au-delà d'une certaine période, elle peut être dissoute. C'est la loi qui le fait, ce n'est pas un département qui le fait. Donc, voilà, donc moi je crois que c'est un cadre réglementaire et législatif qui est très important, qui donne énormément de droits, qui pose aussi des obligations. Et maintenant, on saura qui est qui réellement,
qui pourra être partenaire, qui pourra être un partenaire dans la réalisation des politiques de développement, des politiques publiques, et dans la réalisation des objectifs nationaux et internationaux, et qui n'est pas outillé pour le faire. Peut-être qu'il changera de métier. Il y a énormément de créneaux, pas seulement du monde associatif. Monsieur Sarr? Bon, moi je voulais quand même préciser, il faut que les autorités comprennent que les ONG, ce n'est pas l'administration. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il ne faut pas trop s'immiscer dans les travail affaires des organisations. Parce que moi, ce que j'ai compris, Mais il faut les encadrer. oui, j'en reviens. Personne n'est contre la transparence. Parce que nous, c'est ce que nous défendons. C'est ce que nous dénonçons, c'est que c'est fait au niveau des autorités de l'État. Mais ma crainte, sous prétexte, par exemple, qu'on parle du terrorisme, moi, je crois que ce n'est pas un argument. Et à l'époque même, certains ONG n'ont pas pu parce qu'on dit, est-ce que si on les reconnaît, ils vont faire du terrorisme. Les terroristes n'ont pas besoin d'être reconnus ou pas. Donc je crois qu'il faut aussi que l'État ait une certaine souplesse. Je suis entièrement d'accord qu'une ONG doit faire son rapport d'activité. Toutes les ONG le font, sans l'État. Parce que les bailleurs de fonds là, ils ne jettent pas leur argent. Ils exigent et ils font un audit, ce que l'État ne fait pas. Donc déjà, il y a en tout cas ceux qui ont vraiment, sur la base d'un appel à proposition, qui répondent, remplissent exactement les trucs. Moi, c'est que ma crainte, c'est que venir sous prétexte ou en prétexte, on essaye de créer des problèmes aux ONG. Et comme je l'ai dit, certainement. Non, moi, je voudrais que vous m'expliquiez. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ce que je veux dire, Oui. je suis d'accord pour les rapports d'activité. Oui. Je suis d'accord pour le rapport financier. C'est tout ce qui est demandé. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce qui est demandé. Mais je dis, l'État n'a pas à se mêler du fonctionnement de nos non, organisations. pas du tout. Ça, c'est clair. Ce n'est pas mentionné dans la loi. Excusez-moi, Non, monsieur Sarr, on vous demande des documents annuellement. Rien d'autre. Ça, il n'y a qu'à C'est-à-dire qu'en cas de dissolution, je crois que c'est au gouvernement d'apporter les documents pour prouver que cette association doit être dissoute. Et voilà les J'en preuves. viens là-dessus. Parce que dissoudre une association, moi je dis par exemple, nous les ONG de droits de l'homme, on a besoin parfois de faire des manifestations pacifiques, s'il y a une cause. On a parfois des meetings et tout ça là. Mais si ça ne plaît pas à X ou Y, on va dissoudre pendant 6 mois. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, il faut que ça soit clair aussi dans la loi. Parce que si on le fait... C'est pas 6 mois grand, c'est 60 jours. 60 jours plus tôt. Je dis, mais c'était grave. Parce que ça veut dire, en tout cas, je ne parle pas de développement, des ONG, mais les ONG de l'homme, tout le monde connaît leur mission. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé dans une ville, dans une autre. Nous, on manifeste pacifiquement. Mais la police, la sécurité peut venir, s'entendre, ou en tout cas discuter avec les responsables pour dire comme ça, mais pas venir brutaliser là, et ça crée des problèmes. Moi, c'est surtout ça mes inquiétudes. Parce que remplacer, c'est-à-dire la déclaration, mais en plus maintenant que les choses ne changent pas, c'est ça le plus grand danger. Mais pour le reste, je suis entièrement d'accord. Mais je dis, il ne faudrait pas qu'effectivement qu'on mette les organisations, des associations, au même titre qu'un ministère. Et ça aussi, ça soit très clair. Parce que ma crainte, et c'est visible, parce qu'il y a jusqu'à présent des gens qui ne veulent pas donner aux ONG quand même, je peux dire, leur indépendance. Même si c'est prévu dans le texte que je soutiens, qu'il y aura un dialogue. Je crois que c'est ce texte-là sur lequel les gens devraient mettre l'accent. Que les ONG sont les partenaires, mais ne sont pas adversaires. Pas des ennemis, pas des voilà, adversaires. des ennemis. C'est ça, le Ouais, nouveau, non, c'est ça la nouvelle vision. Voilà, malheureusement, l'expérience qu'on a connue, c'est que les ONG, si elles n'ont pas la même position que les autorités, sont considérées comme des ennemis, comme des adversaires. Et c'est ça qu'il faut déconstruire. Si cette approche-là est développée, certainement, il y aura un temps. Dans la mesure, s'il y a un problème, on peut communiquer, on peut entrer. Le plus grand difficulté, pour voir aujourd'hui un ministre ou un responsable, pour une ONG, mais c'est la couleur de la bannière. Ça, il faut que ça change. Parce que vous demandez à rencontrer un ministre, par exemple, pour un problème précis. Ah, le secrétaire particulier, non, le ministre, c'est lui seulement qui donne les numéros de téléphone. Mais non. Donc, c'est-à-dire, il faut, si on veut effectivement accompagner les ONG, il faut qu'aussi l'administration change son comportement vis-à-vis des ONG. Il faut aussi que les ONG changent de comportement. Absolument. Parce que si vous avez 6 000, 7 000 ONG Voilà. qui veulent rencontrer les ministres en une seule journée, En une seule journée, 7 000 n'est-ce pas? ONG. Oui, C'est en qu'il tout cas, faut mais exiger de l'État, il faut aussi exiger envers vous. Mais je parle d'expérience, parce que quand il y a du nouveau... Non, mais ça, c'est la responsabilité de l'État qui a distribué des récépissés à n'importe qui. Donc, tu vois, moi, ce sont ces éléments-là sur lesquels... Parce que, aujourd'hui, je dis, comme l'a dit tout le monde, on se félicite de cette initiative, de déclaration. Ça facile pour nous. Mais je dis,
dans la mise en œuvre. On peut faire un beau texte. Et la Mauritanie... Et la pratique. Voilà, la Mauritanie est championne en matière de texte. Je peux dire tout. Mais c'est la mise en œuvre et la pratique. Nous, c'est ce que nous voulons dénoncer et attirer l'attention des autorités dans la mesure où ils constatent quelque part, en tout cas, une insuffisance sur le droit. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait un abus. Que les autorités, comme on l'a dit, sur le plan national, sur le plan régional, sur le plan départemental, qui sachent qu'ils ont des partenaires qui n'ont pas d'adversaires et qui doivent collaborer. Et c'est même ça va qui nous permettre, dans le cadre de développement, aussi bien sur le plan local que national, une certaine émergence. Parce que les gens tirent dans le même sens et nous sommes tous prêts aussi à combattre ensemble tout ce qui est détournement, vol, corruption et tout ça. C'est tout. Je voudrais apporter une seule phrase à M. Sarr. L'une des grandes innovations de ce nouveau texte, c'est qu'il a prévu énormément de recours face aux abus. Même la décision de suspension, il y a un recours. Il y a un recours gracieux, il y a un recours en externe, il y a un recours en interne. Il y a énormément de recours. Même au niveau de la décision judiciaire, il y a encore possibilité de recours. C'est-à-dire qu'il y a des recours de bout en bout. Tout ça, c'est pour garantir la justice, une décision motivée, plus d'équité et aussi la capacité à l'association de se défendre, de donner ses arguments. Ce n'est plus cette décision arbitraire, je prends un arrêté ou je prends une décision et c'est fini. Ce n'est plus ça. Maintenant, il y a énormément de recours. Il y a un recours gracieux. Non, mais comment tu dis qu'il y a des recours alors que tu prends 2 minutes de mon temps tout le temps sans me demander? Non, ça je peux te le faire à toi et pas au doyen Sarr. Toi, je peux te le faire, vous êtes une amie, mais je ne peux pas le faire à M. Donc moi, j'ai aussi un souci et des craintes. Tout d'abord, j'ai un problème, c'est qu'aujourd'hui, on crée des mécanismes de droits de l'homme. Je parle en tant que militant de droits de l'homme. On crée des mécanismes de droits de l'homme, mais on ne tient pas compte du rôle des organisations réelles de droits de l'homme. On ne peut pas changer une situation alors qu'on est en dehors de ces associations-là, de ces institutions. Et moi, vous parlez du passé ou... Actuellement, par exemple, il y a eu le mécanisme. Il y a des ONG de droits de l'homme qui sont dans le... Il y a eu beaucoup de choses. Mais nous, nous, on était des ONG de l'autre côté, et tu le sais très bien. Absolument. OK. Je vous demande de m'appeler vous. Voilà. Voilà. Mais nous, on vit encore la discrimination, on vit encore l'exclusion. On ne veut pas compter. On a cette loi. On espère qu'elle change quand même une certaine situation dans laquelle on se retrouve. Mais aussi, il faut qu'il y ait une volonté. Il faut vraiment... On ne peut pas être tous. On sait qu'on ne peut pas être tous. Mais ces gens-là, c'était là-dedans. Il y a des gens qui étaient là-dedans. Il faut quand même, il faut l'alternance. Vous ne pouvez pas nous demander, nous, l'alternance. D'accord. Et vous ne le faites pas. Donc, il y a de cela. Donc, là, le dialogue. Moi, j'estime que le dialogue, c'est la clé de tout. On ne peut pas avoir un consensus. On ne peut pas quand même avoir une situation vraiment de complémentarité dans notre devoir, nous, de société civile, et l'État mauritanien de son côté, sans un dialogue sincère. Et ça, il le faut. C'est vraiment l'exigence aujourd'hui de la situation. On est dans une situation marquée par cette pandémie, marquée par aussi une situation intérieure à ce qui était là. Et aujourd'hui, on veut faire avancer les choses, mais on ne peut pas faire avancer les choses sans avoir un dialogue sincère qui permet à tout le monde de s'exprimer et de chercher là où ça ne va pas et chercher à soigner la clé. Ça aussi, il le faut. Le troisième point que j'ai, c'est aussi voir vraiment est-ce que l'État, parce que nous avons une multitude d'ONG, et ces ONG aussi, il y en a qui ont la volonté de faire quelque chose, mais ils sont handicapés par le manque de financement. Est-ce que l'État, dans cette loi, peut, ou pour quand même essayer d'épauler cette loi, peut prendre en charge une partie de la société civile. Une sorte de partenariat. Une sorte de partenariat de la société civile. Parce qu'on ne peut pas venir amener une loi
je suis sûre qu'il n'y a même pas 10 ONG qui, qui peuvent quand même être considérées par les normes qui sont mises dans la loi. Parce qu'il y a les sièges, les comptabilités, l'administration, les impôts à payer, tout cela. Mais quelles sont ces ONG aujourd'hui? Il n'y a qu'une dizaine, même pas d'ONG qui peut les faire. Donc, et les autres ONG, on ne peut pas dire, voilà, on vous bannit parce que vous êtes bon à rien. Non, moi je crois que l'État, à l'instar des autres pays de la sous-région africaine, arabe, les pays du MENA, les États prennent en charge la société civile, ils renforcent la société civile, ils forment la société civile, ils font des catégorisations de la société civile et ils prennent en charge quelques organisations. Parce qu'ils voient que ces organisations peuvent évoluer, ils ont la volonté de faire quelque chose et d'évoluer. Donc, ça aussi, moi je crois qu'il faut penser à ça. Parce qu'on ne peut pas venir et dire, voilà, on applique la loi sans toutefois voir des dispositions transitoires pour ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qui ont la volonté, ils font un énorme travail sans aucun financement. Mais ils n'ont pas les moyens de payer des salariés, ils n'ont pas les moyens de payer des comptables et tout ça, des sièges et tout ça. Peut-être ils ont des petits sièges, il y en a qui ont des sièges. Mais des sièges seulement, mais ils font du volontariat. Donc il faut penser à leur situation. Est-ce qu'il n'est pas prévu un système de partenariat? Oui, ce partenariat existe déjà, comme Madame l'a dit, et c'est souhaitable qu'il se renforce davantage et qu'il, par exemple, la nouvelle législation va évidemment favoriser les associations qui sont capables de se structurer parce qu'elles vont devenir des partenaires, elles sont pignon sur rue. Mais je suis sûr que aussi la tendance à aider les ONG à se restructurer, à respecter la loi aussi, va être certainement prise en compte. De toute façon, les pouvoirs publics ont écouté Madame et j'espère que ce sera pris en considération. Ce que je sais, c'est que nous, en tout cas au niveau du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire, aux relations avec la société civile, rien que dans le cadre du plan de riposte à la pandémie de la COVID-19, nous avons travaillé avec 490 ONG et nous étions particulièrement honorés d'avoir travaillé avec le FONAD, qui s'est occupé de la prison des femmes, si je me rappelle, de l'appui apporté aux prisons des femmes d'Arafat. Donc, c'est vrai ce que Madame a dit. Il y a des gens qui sont déjà aux normes, mais il y a des gens qu'il faut aider pour qu'ils soient aux normes. Ils ont besoin d'un coup de pouce, je suis tout à fait d'accord avec. La crainte des observateurs et certainement de l'État, c'est que quand une organisation internationale finance une ONG sur place, qu'elle ait la main sur celle-ci. Est-ce que ce n'est pas une crainte chez vous? Oui, non. Oui, les gens comprennent, je crois que beaucoup, même au niveau des États, ne comprennent pas comment se passe le financement. Bon, ici, en tout cas, les principaux bailleurs de fonds qui sont là, avec qui nous travaillons, c'est des institutions déjà qui ont signé des conventions. Que ce soit, je ne vais pas citer une structure. Mais ce qui est sûr, c'est ceux qui sont plus exigeantes que l'État. Parce que d'abord, pour la plupart, c'est des appels à proposition. Voilà, par exemple, on veut faire un thème sur tel sujet. Quels sont les organismes qui sont là? Avec vraiment des termes de référence très clairs. Et vous devrez remplir des choses qui ne finissent pas. Ouais. C'est sur la base qu'ils vous financent. Mais ils vous exigent des choses. D'abord, vous devrez recruter du personnel qui va gérer ça aussi bien technicien que financier. Et en plus, à la fin, vous devrez faire un audit. Voilà. Et l'audit, il faut eux-mêmes qu'ils donnent leur accord pour dire, vous lui donnez 3 ou 4 bureaux, ils disent voilà, celui-là on le connaît, il fait le travail. Et à la fin, s'il manque un sou, vous remboursez. Il faut suivre donc. Mais ils suivent au jour le jour. D'abord, vous faites un rapport alternatif, ou bien un rapport intermédiaire, et un rapport final, pour voir tout ce que vous avez pris comme engagement. Est-ce que vous l'avez respecté ou vous ne l'avez pas respecté? Mais entre-temps, ils peuvent venir pour faire un audit de conformité. Absolument. Et pendant 5 ans, le travail là, c'est pour eux. Tant que, pour certains, jusqu'à 5 ans, ils peuvent venir vous visiter. Ils sont exigeants. Mais oui, c'est que les gens ne comprennent pas. Nous, on a pris la corde au cou. C'est ce que les gens comprennent. Ils pensent seulement que les gens là nous donnent. Je vous donne un exemple. Nous, le FONAD, on a écrit un financement pour faire les élections.
Mais si c'est-à-dire il y a des modalités qui font que même parfois on n'a même pas besoin de ces financements-là. Donc ça veut dire qu'il faut que l'État comprenne que nous d'abord on est aguerris par rapport à cela. Mais comme l'a dit tout à l'heure, parce qu'au niveau même du commissariat, je ne parle pas de ça, mais il y a de l'argent. Parce que pourquoi je le dis? Quand nous, on va à Banjul, à la Commission des droits de l'homme, ou à Genève, Aminata là, elle était témoin. Ces gens qui viennent, ils sont pris en charge par le commissariat. Je ne parle pas de ce commissariat-là. Mais ils partent là-bas pourquoi? Par exemple, nous proposons, nous devons par exemple, il y a des violations de droits de l'homme en Mauritanie. Qu'est-ce qu'ils disent les autres? Non, la Mauritanie, ceci vient de la planète Mars, la Mauritanie c'est le meilleur pays. Alors qu'il y a d'abord un ministre, et en général un commissaire, donc eux ils viennent défendre la position. Parce que si on parle de la Commission africaine des droits de l'homme, c'est-à-dire les ONG. Vous ne parlez pas quand même de ce commissaire-là? Non, c'était bien. C'est-à-dire, c'est pour préciser d'abord, quand nous allons là-bas, à la Commission, c'est tous les 6 mois, on vient, c'est pour demander, les États viennent avec leur ministre, soit de l'Intérieur, soit des droits de l'homme et tout ça là. Ils viennent avec leur Commission nationale des droits de l'homme. Et les ONG viennent avec leur réseau, leur ONG. Mais ils viennent, ils disent, bon, quelle est la situation des droits de l'homme dans votre pays? Dans votre pays. Les ONG doivent dire, si tu n'as rien dit, tu te tais. Mais il ne faut pas attendre que tes amis disent qu'il y a tel problème. Vous dites non, ceci, il vient de la planète Mars, ils ne connaissent pas. Et vous commencez à faire les éloges de l'État. Alors que ce rôle-là est dévolu au ministre que... Absolument. Au gouvernement. Donc c'est Ça pas ne sert même pas de gouvernement. Absolument, ça le dessert. ça le dessert. Mais ces gens-là, mais ils ont le financement. Du gouvernement aussi. Mais c'est C'est ça eux le qui problème. sont choyés par rapport au... Ils sont choyés. Nous, parfois on est dans des maisonnettes s'il y a la pluie où nous avons l'eau. Les autres sont dans des hôtels 5 étoiles. Je ne me rappelle pas de ça, mais peut-être que vous avez raison, mais je ne me rappelle pas de ça. Il parle de la situation actuelle. Ok. Donc, moi, j'ai mon souci, je l'ai dit, que nous, on travaille nous sommes des organisations de droits de l'homme. Cette loi est très importante pour nous parce que nous sommes les premiers à réclamer cette loi. Donc, parce qu'elle nous sert plus qu'elle nous dessert, en réalité. Mais nous voulons aussi, comme on travaille sur les problèmes sensibles, les problèmes des droits humains, les violations, la situation, par exemple, de l'esclavage des femmes, tout ça là, ça c'est des problèmes de l'ère aujourd'hui et qui préoccupent tout le monde. Le gouvernement, les ONG, la société civile dans sa totalité. Donc, il y a lieu, nous voyons qu'il y a des institutions qui sont créées comme Ta'azur. Il y a, avant, il y avait Tadamoun. Avant, il y avait Il y avait PES. Il y avait beaucoup de programmes. Mais la société civile est absente de ces programmes. Alors qu'il y a beaucoup de fonds. Elle était dans des conseils d'administration quand même de Tadamoun. Mais que la société civile, le grand problème aussi, et que nous voulons que cette loi évite, c'est là, c'est le cooptage. On ne sait pas qui est là-bas, on ne sait pas qui représente là, il n'est pas mandaté par la société civile, c'est l'État. Il faut déjà mandater par la société civile. Mais il est difficile que vous entendez entre vous. Vous êtes certain que vous allez pouvoir vous entendre? Justement, mais aujourd'hui, on a une loi. On va savoir qui est société civile et qui ne l'est pas. Qui est capable de produire quelque chose et d'être vraiment une valeur ajoutée aujourd'hui dans ce pays-là. Parce que la société civile doit constituer un contrepoids vraiment des politiques du gouvernement. C'est ça notre rôle. Nous ne sommes pas là pour demander des places de ministres ou d'avoir des places ou d'avoir à nous mettre un ministre quelque part ou autre. Non, nous sommes là pour compléter ce que le gouvernement n'arrive pas à faire et attirer son attention sur ce qui ne va pas. C'est ça le rôle de la société civile. Et cette loi va nous organiser, elle va nous permettre de vraiment jouer le rôle qui nous est dévolu pour vraiment faire avancer les choses dans les pays. Madame, il y a aussi des actions supplémentaires qui vont dans le sens que vous souhaitez. Non pas seulement avec cette nouvelle loi, mais aussi il y a une évaluation qui est en cours d'une de vos organisations fêtières, notamment de la PFAN, la plateforme des acteurs non étatiques. Mais aussi, il y a une élaboration en cours d'une stratégie de la promotion de la société civile.
Bref, il n'y a pas seulement que ce texte-là. C'est-à-dire que les pouvoirs publics prennent en charge vos préoccupations, et prennent en charge le souci de faire de vous de véritables partenaires et de véritables acteurs du développement. Ça, c'est une bonne chose. Moi, je pense que ce qui a été dit là, c'est important. C'est qu'il faut que la société civile, parce que nous, on ne parle pas de droits de l'homme, on parle de la société civile en général. Ouais. Bon, il faudrait que, je le répète, que l'État en fasse des partenaires. Ouais. Et non des adversaires. Et c'est le seul moyen. Ouais. Et parce qu'avant, le choix, on ne cache pas, maintenant, je dis, on est dans une autre phase, où réellement, on a senti, je donne un exemple concret. Le commissariat aux droits de l'homme nous a envoyé 2 rapports concernant l'examen universel. Je crois que ça, depuis 10 ans, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire, il y a 10 ans, il y avait un autre qui nous a, mais c'est cette année, en 2020, que le commissariat a envoyé, en tout cas, à un certain nombre d'ONG, leur rapport sur l'examen universel qui va être présenté à Genève. Le rapport national du gouvernement. Du gouvernement. Vous voyez. Mais nous, par exemple, société civile, nous avons fait notre rapport alternatif. Oui, mais il faut le partager aussi avec le gouvernement, vous aussi. Bon, ils vont dire que tout est bien. Nous allons dire qu'il y a des choses à compléter. Il faut dire ce qui a été fait. Voilà. Et ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait, c'est ça notre rôle en tant que société civile. Que personne ne veut critiquer son pays à l'extérieur. Mais si notre pays nous associe, mais ça, maintenant, si on parle, s'il y a des choses qui sont faites, nous allons être témoins. Nous allons dire ça a été fait, mais il manque ça. Et nous ensemble, qu'il y ait si là-bas ces recommandations, on peut avancer. Mais si on est là-bas en train de cogner, ça n'avance pas. Et je crois aussi qu'il faut que, surtout, je dis l'administration, ou en tout cas certains, prennent conscience que la société civile n'est pas leur adversaire. Ce n'est pas un parti d'opposition. Ceux qui font la politique, ils sont en politique. Absolument. Nous, on n'est pas dans ça. Mais je crois que si, de plus en plus, il y a cette approche. Et surtout, comme tout le monde l'a développé tout à l'heure, c'est qu'il y a un partenariat. Et que les gens se concertent. À chaque fois qu'il y a un événement qui concerne la société civile, les gens sont invités et on discute, même si on n'est pas d'accord au début, à la fin, on peut trouver un consensus. Et c'est ça qui permettra aussi bien aux autorités que la société civile d'avancer sur beaucoup de choses. Et moi, je suis convaincu, si effectivement, en tout cas, cette loi passe, et qu'au niveau de l'État, il y a une déconstruction de la vision de la société civile, je vous assure, peut-être qu'on n'aura même pas, je ne dis pas 300, mais peut-être qu'on n'aura même pas 1000 ONG. En tout cas, parce que maintenant, c'est concret. Ouais. Sur le plan local, qu'est-ce qu'il a fait pour les populations? Sur le plan national, qu'est-ce qu'il a fait? Sur le plan national, qu'est-ce qu'il a fait? Et tu as différents rapports. Mais si les gens ont ça, dans la plus grande transparence, et on peut toucher n'importe quel financement, tout ça. Donc, je crois qu'il faut de plus en plus que nous, société civile, on s'intègre dans cette approche, mais aussi que les autorités aussi s'intègrent dans cette approche-là. Il y a et comme il a dit, ça c'était une loi. Parce qu'une loi a besoin de décret d'application. Maintenant, on va voir, dans le cadre des décrets d'application, par rapport à ce qu'on a recommandé, par rapport à ce qu'on a suggéré, quelles sont les approches qui vont pouvoir être déplacées pour que réellement on sente qu'il y a un changement qualitatif par rapport à cela. On a parlé par exemple des ONG étrangères. C'est une bonne chose. Mais il faut que ces ONG aussi puissent, même si ce n'est pas mis dans la loi, travailler avec les ONG nationales. C'est prévu? C'est un partenariat. Non, c'est prévu, si elles ne sont pas autorisées, elles peuvent travailler avec une ONG déjà légalement constituée. Donc tout ça, là, si on fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la bloquer. Ce sera un renforcement de capacité. Au fur et à mesure, les ONG nationales vont être plus implantées. Donc je crois qu'il y a tous ces problèmes qu'on peut examiner après là pour voir comment conjuguer tout cela. Et je suis sûr que dans quelques années, la Mauritanie aura une autre vision par rapport à l'extérieur, par rapport aux partenaires. On sentira qu'il y a un certain progrès. Mais il faut que ça soit la contribution tout en chacun de nous. Qu'on se débarrasse en tout cas de tout ce qui n'est pas bon, qu'on voit l'avenir. Parce que si demain, on dit que la Mauritanie est un pays démocratique, où tous les droits sont respectés, mais où est le problème? Les pays plus développés, il y a des problèmes, il y a des crises. Mais il faut aussi que nous, on arrive à assumer. Et pour cela, il faut qu'aujourd'hui, que la société civile soit impliquée. Dans tous les pays du monde, la société civile elle bouge. Elle a l'avantage qu'elle n'est pas infodée à tel ou tel. Et là, sa liberté de faire de l'action. Mais elle peut collaborer, coopérer avec des gens pour un objectif fini. Et après, mais ça, je dis toujours, il faudrait que les autorités prennent des places. En tout cas, un changement de comportement. C'est pourquoi j'ai dit, cette loi, on peut dire, c'est une avancée, mais il faut aussi que nous, sociétés, soient vigilants par rapport à tout cela pour éviter tout manquement dans le futur. Mon attention a été retenue par le terme conjuguer les efforts entre l'État et la société civile.
Ça vous dit quelque chose? Wallahi, C'est un souhait. moi je trouve que c'est quelque chose de très important parce qu'on ne peut pas dépasser la situation de crispation qui existait sans conjuguer les efforts, sans vraiment entamer un dialogue sérieux entre la société civile et l'État. C'est déjà le début Donc, de quelque chose. c'est déjà le début de quelque projet de chose, loi, c'est c'est ça. encourageant déjà, c'est quand même quelque chose qui donne l'espoir à la société civile que les choses vont avancer et que les crispations vont quand même Je sens être qu'il y a levées. un mais quelque part. Oui, mais sont moi toujours j'ai levés. un problème concernant surtout les organisations internationales. Moi je trouve qu'il y a un point très important que la loi devait préciser ou que même le décret doit préciser après la loi si ce n'est plus possible de le mettre. C'est que les ONG aujourd'hui internationales qui sont là font le travail des ONG nationales, font le travail à la place des ONG nationales, ce qui ne favorise pas le développement de la société civile mauritanienne et qui handicape aussi sa spécialisation et son travail. Parce que quand on voit une ONG nationale qui fait internationale qui fait la sensibilisation, qui fait les formations, qui fait ce truc, ça c'est le rôle de la société civile mauritanienne. Si on lui arrache son rôle par d'autres organisations internationales, donc elle ne peut pas évoluer. Le deuxième point aussi concernant la société civile et les partenaires au développement, c'est qu'on voit aussi qu'aujourd'hui, au niveau des partenaires, on ne finance les ONG nationales que par l'intermédiaire des ONG internationales qui sont sur place. Comment ça se fait? Ça se fait, il faut avoir une ONG internationale qui porte le projet. Et après, maintenant, c'est l'ONG qui est financée. Et ça ne doit pas, aucun pays n'accepte ça. Rares les pays qui l'acceptent. Parce que si on retire de l'ONG nationale son rôle de faire la sensibilisation, on le donne à une ONG internationale, je ne vois pas comment notre société civile va vivre et va se développer. En tout cas, moi, c'est un souci. Parce que la loi doit être claire sur ces questions-là, où le décret d'application doit mentionner de ces problèmes. Parce qu'il y a des ONG, je ne dis pas que toute la société civile mauritanienne peut gérer des fonds, de gros fonds, mais quand même, il y a des ONG qui ont la capacité et qui l'ont prouvé. Absolument, Et qui ont eu plusieurs audits et expériences dans tout ça, ça fait quelques années. Donc, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des ONG internationales ici qui font de petits travaux des ONG nationales. Et les ONG nationales, ils survivent de ça. Donc, ça, c'est vraiment une inquiétude. Il faut qu'il y ait une que ça soit vraiment aussi un problème qui se pose pour la société civile mauritanienne. Et ça a été dit même devant des institutions. Nous l'avons remarqué devant les bailleurs. Parce qu'aujourd'hui, la tendance ici en Mauritanie, la tendance des bailleurs, c'est de financer leurs ONG au niveau local. Un dernier tour de table. Et les autres, c'est vraiment des exécuteurs de manœuvres. Vous avez eu la chance, M. Dali, ce soir, d'avoir des activistes, des acteurs majeurs de la société civile. Avec une longue expérience. Une très longue expérience, un très grand savoir-faire, une très grande expertise et aussi voilà, une grande notoriété. Donc, l'émission était très intéressante. C'est vrai, je pense que le projet de loi, il soumet les ONG étrangères aux mêmes conditions que les ONG nationales. Elles doivent suivre la même procédure. Elles doivent aussi, ça aussi,
ce n'était pas prévu. Les ONG internationales venaient, elles faisaient ce qu'elles voulaient, elles partaient n'importe où. Voilà. Il y a un élément que je voulais Elles ne transmettaient rien. demander à Aïsselou, un élément. Maintenant, elles doivent tout Tu as transmettre. pris la parole plusieurs fois. Non, Donc, je vais récupérer mes 2 minutes. au moins une phrase. Wallah, quand même, j'avais 4, je récupère 2. Donc, moi, il y a un autre problème que je voulais soulever ici, puisque là, on est écouté par tout le monde. C'est que nous avons un problème, nous, les ONG nationales, quand on a un partenariat avec les ONG internationales, pour avoir, on signe des conventions qui sont tripartites avec les États, l'État. Donc, c'est que souvent, l'État refuse de signer avec l'ONG nationale. Et ça, c'est vraiment, c'est pas acceptable. Moi, je ne vois pas comment je suis dans mon pays, que je viens voir un ministère, je dépose une convention, et qu'on me dit non, la convention, parce que vous êtes avec telle ONG ou telle ONG, non, on veut faire avec vous seulement la convention, puisque vous êtes une institution étrangère, et avec l'institution nationale, on refuse. Moi, je crois que ça, vraiment, ça va à l'encontre de l'esprit de la loi, mais aussi ce n'est pas faisable, parce que ça minimise le rôle de notre société civile et la ridiculise même. Donc c'est nous, la société civile mauritanienne, qui avons fait le plaidoyer pour qu'il y ait un projet ou des projets qui peuvent aider les populations locales. C'est dans l'intérêt public. Comment un ministère peut nous refuser de signer avec l'ONG alors que c'est nous l'exécuteur de ce projet? En tout cas, il est bien prévu, que des contrats programmes puissent être signés entre les associations et le gouvernement. Il est très bien prévu. Donc, cette loi n'interdit pas qu'il y ait des contrats programmes. On va donner la parole à M. Sarr pour conclure. Ok, d'accord. Bon, moi je pense que c'était une rencontre... Avec un souhait surtout. Oui, non, moi je pense que, nous, en tout cas notre grand souhait, comme je le répète, c'est une bonne collaboration entre tous les acteurs qui œuvrent pour le développement de ce pays. L'installation d'un état de droit où chaque citoyen se sente mauritanien à part entière. Notre souhait aussi, c'est qu'on arrive à régler un certain nombre de problèmes. En tout cas, nous, c'est notre préoccupation pour la paix et pour la cohésion sociale. Nous sommes une partie prenante et nous pensons que nous pouvons jouer ce rôle. Il y a beaucoup de questions actuellement qui sont en suspens. Si on les aborde frontalement, moi je suis convaincu, dans quelques temps, on peut parler d'autres choses. Mais ça aussi, qu'on sente la volonté. Et je dis que c'est là l'intérêt de l'évolution d'une certaine vision. Et il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Dans la mesure surtout que nous sommes autour de cette table, par rapport à ces questions fondamentales. Nous, en tout cas, sur le civil, notre souhait, effectivement, que de plus en plus, que les autorités, comme on dit, secouent leur boubou et voient les réalités en face, qu'ils discutent avec les gens, qu'ils ouvrent un dialogue. Parce qu'il y a beaucoup de questions externes. Pourquoi ils sont bloqués? C'est qu'il n'y a pas de dialogue. Chacun dit ceci, dit cela. Mais si les gens s'essayent, et à chaque fois, je me réfère des journées de concertation, de 3 journées. Les gens, de la prière du crépuscule jusqu'aux 6 heures du matin, les gens ont parlé. Mais après, il y a un consensus, donc il faut que les gens s'ouvrent. Le fait de poser un problème, ce n'est pas parce qu'on est contre, on est opposé, mais c'est pas que ce problème, en le réglant, on règle beaucoup de choses. Et je crois qu'en tout cas, nous, société civile, en tout cas, c'est notre recommandation, c'est notre vision, c'est notre sien que les Mauritaniens se parlent. C'est surtout ça qui est important. Et je peux dire que c'est une bonne approche déjà par rapport à ce qu'on a vu. On va voir la continuer. Et maintenant, c'est maintenant sur la mise en œuvre, sur son application, qu'on va voir réellement ce que nous avons en tout cas décidé ensemble. Est-ce que ça va aboutir? En tout cas, nous sommes des acteurs qui sont là et qui peuvent apporter leur modeste contribution par rapport à la constitution de ce pays. Ce sera donc le mot de la fin. Excellent mot de fin. Sermouf, tenez à parler. Non, mais moi je dis que c'est un excellent mot de fin. Moi je voudrais faire un mot.
Non, écoutez, bon. Faire quoi? Une phrase peut-être? Une phrase, 30 justement. secondes, mais juste une Moi phrase. aussi, je suis pour une bonne collaboration. Je trouve que la collaboration est très importante, et surtout la collaboration entre l'ensemble des acteurs. Qu'il n'y a pas des acteurs privilégiés que les autres, qu'il faut vraiment une collaboration transversale pour tout le monde. Ça, c'est très important. Et donc, je termine par adresser un mot au Parlement mauritanien. Nous avons fondé beaucoup d'espoir en matière d'adoption des lois envers nos parlementaires, parce que nous estimons que cette loi est très importante et qu'elle va contribuer à la construction nationale de ce pays-là, à l'ancrage de la démocratie et de l'état de droit. Et il est extrêmement important que nos parlementaires puissent prendre conscience de ce problème et de nous aider à adopter cette loi. Aminata a pris le temps de notre émission pour lancer un appel aux élus nationaux. Je crois que c'est une publicité qui doit être payante plus tard. On verra ça avec la direction commerciale. Donc l'important, c'est les enjeux du projet de la loi relatif aux associations, aux fondations et aux réseaux. Tel était donc le sujet de notre émission ce soir. Je rappelle que j'avais comme invité M. Selim Salihi, qui est coordinateur du centre d'information du commissariat aux droits de l'homme. Merci d'avoir répondu. J'avais également comme invité le doyen M. Sar Mamadou, qui est secrétaire exécutif du Forum des organisations nationales des droits humains en Mauritanie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et Mme Aminata Mokhtar, qui est présidente de l'AFCF, qui n'est plus à présenter. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. J'ai le plaisir de vous retrouver bientôt. En attendant, continuez de suivre la télévision mauritanienne. Bonne soirée. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإننا إن شاء الله تعالى في هذه الكلمة